Bienvenue dans l'épisode du mois d'avril 2026 de la Revue des Chefs. C'est l'émission, c'est le podcast, vous l'appelez comme vous voulez, où tous les mois on vous partage notre veille, on la décrypte, comme ça vous n'avez pas à le faire. Et en une émission, vous rattrapez les actus importantes du mois précédent. Alors, bien évidemment, on fait notre sélection, on n'a pas vocation à vous citer tout ce qui s'est passé le mois dernier. Non, franchement, c'est le plus important, ce qui va vous impacter en tant que freelance ou agence. Pour mieux travailler demain, anticiper le futur ou commencer, on va le voir aujourd'hui, à rapprocher le futur d'aujourd'hui parce que ça bouge et surtout ça commence à devenir actionnable. C'est là où pour moi il y a un gros shift qui est en train de se faire. Moi c'est Nicolas, je suis fondateur de WP Chef et on forme les webmasters freelance à vivre confortablement de leur activité. On fait du no-code, du très bon web design, du référencement naturel optimisé pour apparaître dans Google mais aussi dans les LLM, et tout ça avec une posture de consultant pour devenir des partenaires stratégiques pour ses clients, pas juste un exécutant technique, on va même parler d'orchestrateur aujourd'hui. Le but c'est de développer une activité pérenne, passionnante, enrichissante, des deux côtés, voilà, en incorporant l'IA à nos métiers pour ne pas se faire bouffer demain. Et je suis accompagné de Nicolas, oui, Nicolas lui aussi, qui est responsable de la veille à mes côtés. Oui, salut Salut. Nicolas. Alors moi je suis consultant indépendant depuis 2011 et depuis le début mon objectif c'est de développer l'activité de mes clients avec le plus d'efficacité possible. On va parler beaucoup de productivité aujourd'hui et c'est comme ça que je suis arrivé naturellement à faire des sites WordPress no code. Et donc maintenant je suis également mentor chez WChef pour transmettre ma passion. Et sans transition, on va démarrer avec la première actu qui porte sur WordPress, parce qu'on a beaucoup de sujets IA en ce moment, et c'est normal. Mais là, allez, un sujet WordPress, ça devrait rester le cœur de la ligne éditoriale quand même. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, alors là, c'est vraiment le moment, puisque on a la nouvelle bêta de WordPress 7.0 qui sort cette semaine. Alors oui, c'est une bêta. Alors, tout petit rappel de la chronologie, parce qu'on a eu un développement fort bousculé. Il y avait déjà eu une bêta supplémentaire dans WordPress 7.0 pour intégrer à la dernière minute dans le cœur de WordPress le client IA suite à la demande de Matt. Et ensuite, on a eu un report de 1 mois et demi parce qu'il y avait eu un problème de performance avec la collaboration en temps réel. Donc on s'est dit ça va pas du tout, on refait une nouvelle table en base de données. Donc ça implique un retour en bêta après une phase de RC, donc de Release Candidate, donc c'est du jamais vu dans l'histoire de WordPress. Et finalement, la version finale devrait sortir le 20 mai, donc un cycle assez court. Donc on va voir rapidement les nouveautés parce que la plupart concernent l'éditeur de blocs. Donc voilà, c'est pas tout le monde qui se sert de l'éditeur de blocs, hein, même s'il y en a de plus en plus de monde. On a euh, principalement une interface de révision repensée, les révisions avec une présentation visuelle des différences et pas juste du code HTML, ça va être beaucoup plus simple, surtout si on fait du no-code. On a une personnalisation avancée des blocs, alors avec de l'ajout de CSS personnalisé au niveau des blocs, donc jusque-là c'était totalement impossible, de l'affichage conditionnel de blocs selon l'appareil, et puis des blocs HTML personnalisés enrichis avec la possibilité de mettre du JavaScript, etc. Donc pour moi c'est une ouverture assez significative. Jusque-là, la philosophie de WordPress, c'était de dire, bon, c'est de l'intrinsic design, donc c'est-à-dire on fait un design et on s'adapte à toutes les tailles d'écran et il n'y a pas de réglage fin. Et aujourd'hui, eh ben, on ouvre cette possibilité-là. Et donc, est-ce qu'on pourrait pas se demander si c'est un aveu d'échec concernant la gestion du responsive ou alors est-ce que c'est un retour à la réalité? Enfin, c'est quelque chose où nous, on s'est beaucoup interrogé là-dessus, dans les articles, dans la revue des chefs même. Et ben voilà, on constate que ça arrive. Donc on a ça, on a aussi deux nouveaux blocs, le bloc fil d'Ariane et le bloc icône, donc voilà des choses qui sont intéressantes mais pas révolutionnaires. Et puis on a surtout la collaboration en temps réel qui arrive dans l'éditeur de WordPress. Donc jusque-là on avait de la collaboration au travers de notes, de choses comme ça. Là c'est vraiment en temps réel, donc comme dans Google Docs, hein, on voit le curseur des autres qui modifie le texte en temps réel alors que nous-mêmes on est en train de modifier le texte. Donc ça, c'est significatif, mais ça a provoqué des petits problèmes. Et on a aussi des améliorations sur les blocs existants. Donc on a le bloc galerie. Quand on ouvre dans une lightbox en plein écran, on a la navigation par des flèches ou par le clavier. On a Allez, aussi des nouvelles options typographiques sur le bloc texte. Donc tout ça, c'est dans l'éditeur de blocs. On a également, pour les thèmes basés sur les blocs, les menus mobiles qui sont plus flexibles avec la gestion des overlays. Et puis, bah, voilà pour l'éditeur de blocs et pour les thèmes. Et puis donc, au-delà de ça, on a 4 nouveautés, 4, pour tous.
hein, quel que soit le constructeur de page et le type de thème qu'on utilise. On a une interface d'administration qui est modernisée, un petit peu améliorée au niveau design et puis elle est rendue plus réactive aussi. Et on a une palette de commandes qui est accessible partout, pas uniquement dans l'éditeur de site. Et la gestion des polices qui est élargie à tous les thèmes. Donc vous savez, le petit gestionnaire de police qui permet d'ajouter des polices via quelques clics, ben maintenant c'est disponible aussi pour les thèmes classiques. Et puis la grosse nouveauté de WordPress 7.0, c'est l'API pour connecter des modèles d'IA dans WordPress directement. Donc ça, c'était important pour centraliser une méthodologie d'accès, pour pas fragmenter, c'est une volonté notamment de Matt, mais évidemment pas que de lui, pour ne pas fragmenter l'écosystème, que toutes les extensions, on va dire, qui ont besoin de l'IA passent par le même connecteur pour pas avoir des duplications, des fragmentations, des choses comme ça. Et bah, voilà, donc je pense qu'on va parler de ça assez longuement dans la suite. Est-ce que tu vas en parler, Nicolas? Ouais, carrément, parce que c'est vrai que là, de façon officielle, avec WordPress 7.0, on peut déjà le faire en extension, il me semble, hein, mais ça veut dire que chacun peut utiliser son assistant, son intelligence artificielle préférée pour se connecter à WordPress, et c'est vraiment en train de se développer. Il n'empêche que ça remue un petit peu les cartes pour le futur, et c'est pas plus mal parce qu'il y avait une question sous-jacente ces derniers temps, c'était est-ce que WordPress va survivre à l'ère de l'IA? Est-ce que le CMS qu'on utilise le plus, celui qui propulse 42,5, vu qu'on a perdu des petites parts de marché, 42,5% du web, est-ce que celui-ci qui était dominant depuis 20 ans va continuer à résister? Est-ce que c'est l'IA qui va tout chambouler? En fait, c'est plutôt intéressant parce que finalement, ce qu'on est en train de voir, c'est que l'IA ne va pas forcément changer le CMS de prédilection. Le vrai concurrent, et ce que l'on voit apparaître, c'est surtout des sites qui sont faits sans CMS, parce que c'est l'IA qui fait des sites statiques beaucoup plus facilement. Et donc la question c'est pas de savoir si WordPress va mourir, mais plutôt, est-ce qu'il y a un CMS qui va ressortir gagnant? Mais encore plus de ça, c'est pas tant l'outil, parce que finalement les IA sont en train de retirer les outils. On peut avoir des préférences pour un ou un autre. En réalité, l'IA s'en fiche. C'est plutôt comment est-ce que notre métier va muter. Et la question est d'autant plus importante qu'en fait, il y a plusieurs signaux qui nous laissaient croire et qui nous laissent encore croire que c'est pas tout rose en fait du côté de WordPress. Tout d'abord, on a une crise de gouvernance qui nous montre que le projet, c'est pas qu'il est à bout de souffle, mais pas loin quand même. Il y a Matt Mullenweg, du coup, le dictateur bénévole, qui se plaint de voir qu'en réalité, il y a plein de tickets qui n'ont jamais été résolus, qui sont cachés. En fait, il voit ce qu'on peut faire, je pense qu'il le fait lui-même aussi, il voit ce qu'on peut faire ultra rapidement avec un assistant, une IA, et de l'autre côté, il voit que de ce côté communautaire, open source, où il faut collaborer, en fait, ça met des temps fous pour faire juste des petites améliorations. Et en fait, et c'est normal qu'il soit sous pression parce que quelque part WordPress c'est son bébé, et donc lui, il innove et il aimerait que tout le monde innove aussi. Et puis il y a des résistances. C'est pas facile. On a aussi des voix qui sont en train de monter. On a Marcin Dudek qui a passé 15 ans dans la communauté WordPress qui dit mais finalement WordPress c'est un mensonge. Le gratuit n'est jamais vraiment gratuit. La communauté c'est une fiction. C'est presque il faut y croire pour se dire oui je fais partie de la communauté, sinon voilà. Et il y a l'IA qui pour lui érode le fossé concurrentiel. Alors oui, mais en même temps, on va en parler juste après. L'IA, on parle d'IA, ouais, mais WordPress va faire le nécessaire pour que des IA puissent se brancher dedans quelque part. Hein. Donc il y a pas mal de choses, mais clairement on sent que dans ce côté open source, communautaire, collaboratif, il y a quelque chose qui commence à clocher, c'est grippé et la confiance est en train de s'éroder. Et justement, on a d'autres signaux avec par exemple le M-Dash, un CMS sorti par Cloudflare le 1er avril dernier, qui nous dit, regardez, nous, en très peu de temps, et comme ça, on vous fait la surprise, et c'était pas un poisson d'avril hein, en plus, hein, on vous sort un nouveau CMS. Eux, il n'a pas besoin de serveur. Lui, quand il utilise des extensions, c'est dans un bac à sable, c'est-à-dire qu'en gros, le problème de sécurité de WordPress, comme quoi 96% des failles viennent des plugins, c'est réglé, parce qu'en réalité, une extension qui veut faire une bêtise, elle peut pas, elle est bloquée, c'est comme ça. Dès le début, il y a de l'IA, il y a du MCP, il y a tout ce qu'il faut, et quelque part, Matt Mullenweg lui dit, ouais, ça c'est exemplaire. Est-ce que ça nous remplace? C'est pas dit, mais on aurait dû pouvoir faire ça nous aussi. Il y a une forme de jalousie. Ce qui fait qu'en réalité, ce qu'on voit, parce qu'il y a eu l'effet d'annonce et ça a fait énormément de bruit,
tout le monde en parlait, mais Mdash n'est pas vraiment un compétiteur réel, il n'y a pas d'écosystème, c'est de la bêta. Il n'empêche que ça montre que n'importe quel acteur qui a de la volonté, de l'IA pour coder et surtout de la volonté, nous montre qu'en gros, hop, on peut sortir un nouveau CMS et qu'à côté, enfin, léger, rapide, tout ce qu'on veut, plus sécurisé, et à côté, l'architecture de WordPress, elle est plutôt vieillissante. Maintenant, sans Cloudflare derrière, si on veut pas jouer dans cette prison dorée, en fait, les avantages de ce CMS disparaissent. Et c'est là où on se dit, c'est quand même pas mal l'open source, le fait de pas être dépendant à une infrastructure donnée, de pouvoir l'installer n'importe où, c'est plutôt cool. On a un autre signal aussi, c'est que WordPress.com réagit par contre et mise beaucoup sur l'IA agentique. Et là c'est plutôt bien parce que Matt Mullenweg, qui est frustré que le projet WordPress open source n'avance pas, dans le projet commercial, là par contre ça peut y aller. Hein. Il y a Studio Code qui est donc du coup leur solution de développement plutôt local, qui est cette fois-ci basée sur Cloud Code, qui permet de créer des sites WordPress en langage naturel. Trop bien. On a sur WordPress.com depuis le mois de mars un MCP avec les droits d'écriture. Donc en gros, les agents IA peuvent se brancher, peuvent créer des articles, des pages, publier, gérer le contenu. C'est vraiment plutôt cool. Alors il y a une validation humaine à chaque fois. C'est pas, on laisse pas, on peut choisir. Mais c'est pas des IA qui font n'importe quoi non plus. Hein. Et quelque part, il y avait une vision à un moment comme quoi WordPress pouvait devenir le système d'exploitation du web. Maintenant, il y a un petit mot qui se rajoute. Système d'exploitation du web agentique. Parce qu'il y a cette compatibilité qui, à mon avis, a l'air plutôt facile à mettre en place, c'est déjà mis en place et c'était pas un frein technologique ultra fort. Par contre, dans WordPress, il y a des défis comme la dette technique, la qualité assez variable des extensions, il y a PHP qui est toujours vu comme étant vieillissant. Tous ces problèmes-là, petit à petit, peuvent être mis de côté parce que finalement, l'IA pourrait les résoudre. Et donc, en fait, on a des signaux relativement négatifs ou ambivalents du côté de WordPress, mais pour autant, c'est pas la fin du CMS, c'est pas la fin de notre métier non plus, ça va devoir muter. Et justement, il faut qu'on se pose cette question de, ok, comment est-ce qu'on travaille, nous, aujourd'hui et demain, avec ces nouveaux outils? Parce que là, on était un petit peu en retrait, un petit peu à la bourre, je dirais, toi et moi. On regarde ça, on fait beaucoup de veille, on met pas trop les mains dans le cambouis. On voit d'autres créateurs de contenu, d'autres influenceurs qui, eux, ont l'air de se jeter sur tout ce qui sort qui concerne l'IA et WordPress. Nous, on est un petit peu blasés en se disant, ouais, bon, c'est pas la révolution non plus, allez, on les laisse essuyer les plâtres. Là, à mon avis, on arrive à un moment pivot et ça devient intéressant, d'autant plus en se disant, ok, maintenant que les briques techniques sont là et que c'est mature, qu'est-ce qu'on en fait? Il est où le rôle de l'humain dans tout ça? Il est où le rôle du freelance ou de l'agence? Et notre avis, c'est de se dire que finalement, l'expertise humaine va faire la différence. Donc, les briques technologiques, elles sont là. On a le MCP, c'est le protocole qui permet que, en gros, des IA peuvent se brancher à WordPress. Qu'on utilise Claude, ChatGPT, voilà. Les IA peuvent se brancher dans WordPress. C'est franchement cool. On a WordPress qui permet de bien gérer ça et qui permet aussi à chaque extension de déclarer ce qu'on peut faire avec les agents IA. On a Astra qui l'a fait aussi et qui dit, voilà, maintenant, grâce au fait qu'on ait exposé toutes les fonctionnalités d'Astra aux agents IA, en fait, ils peuvent modifier l'entête, ils peuvent modifier les réglages de typographie, le fil d'Ariane. On le dit, en fait, à la voix, ou on le saisit, et ça se fait, en réalité. Donc c'est plutôt cool. On a tout l'écosystème qui va être MCP ready, qui va faire le nécessaire, et donc, c'est vrai qu'on va pouvoir parler à un agent qui va faire plein d'actions à notre place. Le côté exécutant va vraiment diminuer, voire disparaître. On a aussi Novamira qui est apparu et qui lui a une approche un petit peu différente parce que cette fois-ci c'est au travers de l'accès plus PHP, pas au niveau de l'API, mais ça veut dire que c'est quand même un protocole qui permet de toucher aux extensions, aux fichiers, tous les trucs qu'on pourrait faire avec la base de données directement ou le gestionnaire de fichiers ou un client FTP. Mais du coup, c'est une autre approche. Ce que ça montre, c'est que tout le monde explore, tout le monde tente des choses et nous montre que finalement, oui, tout va être possible à la fin. On a également WP Umbrella qui a sorti un skill, une compétence pour Claude qui permet finalement à un agent IA de comprendre ce que peut faire WP Umbrella, donc une solution de maintenance. Et si on a, 50, 60, 100, 200 sites, on peut se dire en fait, ok, Claude, dis-moi, quels sont les sites qu'il faudrait mettre à jour le plus urgemment possible. Vas-y, fais-le. Tiens, vérifie quand même que tout a bien fonctionné. Il y a tout ce truc où finalement maintenant, on a des assistants qui peuvent faire les choses à notre place. Et justement, je vous ai parlé du skill, et c'est probablement la notion la plus importante qu'il va falloir retenir aujourd'hui. Le skill, c'est la compétence. C'est une expertise humaine qui va être convertie en instruction.
Et donc en fait, c'est un fichier texte, alors Markdown en réalité, qui va encoder le savoir-faire métier du freelance ou de l'agence. C'est surtout avec Claude Code qu'on entend parler, mais finalement, peu importe, tous les IA vont savoir l'interpréter, c'est pas un souci. Hein. La vraie mécanique qu'il faut comprendre, c'est que finalement, l'IA n'est pas là en train d'innover, d'inventer des choses, nous suggérer des choses, non, c'est plutôt nous finalement qui arrivons à encoder notre expertise de façon déclarative, parce qu'on peut prendre le temps de prendre nos process écrits, de les mettre dedans. On peut au contraire se faire assister d'une IA quelque part et lui dire bah écoute moi j'ai toujours fait comme ça, j'ai cette procédure, vas-y. Ou on dit bah, faisons ça ensemble et après l'agent va quelque part créer lui-même le skill correspondant et c'est vraiment fou de se dire mais finalement je fais allez, pour la prochaine fois, je fais avec une IA et tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on va découvrir, ou tous les blocages techniques qu'on va résoudre et toutes les choses qui vont fonctionner, on le transforme en skill. Et c'est là où c'est plutôt intéressant parce qu'on peut se dire, bah tiens, je vais avoir un skill qui va consister à créer un site à partir d'un blueprint, par exemple. On a toujours le même type de site. Hop, on le décrit, on dit, bah si, pour tel client, pour tel nom de domaine, branche-toi, on va déployer le blueprint et directement, fais ci, fais ça. Tiens, pour le référencement naturel, fais-moi une étude de la concurrence et propose-moi l'arborescence qu'on va pouvoir mettre en place. Puis une fois qu'on a bien avancé, fais-moi un audit SEO quand même. Est-ce que la structure des titres elle est bonne? Est-ce que le balisage il est bon? Est-ce que tous ces trucs-là, en réalité, on va pouvoir l'automatiser parce que on a vraiment cette notion de se dire nos métiers sont composés de compétences, de process. Une fois que c'est encodé, une IA le fait ultra rapidement et on vient quand même nous vérifier derrière ce qui se passe. Hein. On va contrôler et en plus quand on contrôle et qu'on pointe du doigt les erreurs, l'IA va pouvoir actualiser son skill et donc en fait on a un système ultra vertueux qui va s'auto-entretenir. Ouais. Ce qui fait que finalement, le freelance ou l'agence surpuissante de demain est déjà en train d'arriver. On peut s'y mettre dès aujourd'hui, franchement, et avoir un avantage concurrentiel. Il va pas durer éternellement, parce que c'est comme une course, mais dans un an ou deux, tout le monde le fera comme ça. Hein. Ce qui fait que finalement, le webmaster lui disparaît pas. Par contre, exécuter, il y a plus grand intérêt. Maintenant, c'est orchestré qui devient beaucoup plus intéressant, et donc on peut se dire que demain, le client nous dit ah ben tiens, il me faudrait une nouvelle page sur mon site pour tel service. Ok, très bien. On le décrit. Voilà, mon client me demande telle page, fais comme le gabarit qu'on a respecté jusqu'à présent. Pour la section d'en-tête, je pense que c'est un truc comme ça, mais va chercher une image plutôt comme ça, fais-moi une grille avec 3 cartes et comme ça on aura les 3 propositions, fais un appel à l'action, puis en dessous on va faire une FAQ, et c'est parti, c'est parti. Et ce qui nous prenait plusieurs heures à faire, même si avec des techniques, on peut réutiliser notre travail précédent et gagner du temps, hein, mais ce qui va prendre des heures va se faire en minutes, et derrière, nous, on va arriver, et hop, c'est bon, on contrôle, on vérifie que tout est OK. Si c'est pas bon, on demande à l'IA de corriger et d'actualiser la façon dont elle fait les choses à l'avenir, c'est trop bien. On peut même lui dire, mon client, il a trouvé que le site de ce concurrent-là était plutôt pas mal. On pourrait essayer de s'en inspirer, d'améliorer le site là. Ça se trouve, en une heure, c'est fini. C'est là où c'est quand même fou. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça devient super intéressant de se dire, ok, c'est quoi mon expertise? C'est quoi mes skills que je peux encoder? Comment est-ce que je peux faire pour que finalement tout mon savoir-faire soit délégué à une IA qui le fasse comme je le ferais moi, mais qui va le faire beaucoup plus vite et avec qui je vais pouvoir petit à petit m'améliorer parce que je vais voir des choses et l'améliorer en même temps. Donc finalement, il y a aussi un vrai enjeu. La valeur va se déplacer. C'est plus combien d'heures je mets pour faire une tâche et donc combien d'heures je vais facturer, mais c'est plutôt quelle expertise encodée je vais mobiliser et la facturation au TJM devient totalement obsolète. Quelque chose que vous vendiez peut-être pour un jour peut se faire en une heure, il faut pas se dire qu'on va diviser le taux horaire. En fait, il faut vraiment facturer à la valeur dorénavant, ce qui est plus compliqué quand on est marre. On a encore moins de repères, je dirais. Mais vraiment, il y a plein de choses qui vont être profondément modifiées. Et en même temps, ça veut aussi dire que quelque part, le plus important dans le métier, c'est de savoir ce qu'on fait, de développer son expertise, de monter en compétences, de comprendre, d'avoir vraiment une grande vision à 360 degrés pour, du coup, être un bel orchestrateur d'agents. Maintenant, il y a aussi un avantage à ça, parce que vous pourrez me dire, mais c'est totalement aseptisé. Et on fait plus le travail. Mais non, c'est pas vraiment ça. C'est qu'en réalité, le côté humain peut être développé. On peut passer plus de temps au contact de nos clients. Alors certes, on va vouloir enregistrer tout ce qu'ils disent pour les fournir à notre IA. Oui, ok. Mais là, on est quand même dans quelque chose de super intéressant. La relation client peut être plus humaine, plus détendue,
peut-être moins en train de prendre des notes. On va peut-être plus s'intéresser au contexte du business, être force de proposition parce qu'on sait que le travail derrière est plus facilement fait. On va peut-être s'imposer moins de limites. On va aussi pouvoir travailler quelque part, nous, notre crédibilité par nos réussites, peut-être avec plus de retours clients, avec plus de cas d'études que l'on peut faire. Et l'IA va nous aider à les faire aussi. On va peut-être pouvoir travailler des expertises, des positionnements qui vont être vraiment impossibles à copier d'un point de vue concurrentiel. On va peut-être choisir ses freelances et ses agences pour les skills qu'ils ont développés. Ça va devenir un argument quelque part commercial. C'est aussi le fait d'avoir un regard critique sur ce que fait l'IA, pouvoir se dire je suis pas en train de livrer un site fait par IA. Non, non, je livre un site, mon IA qui a encodé toute mon expertise fait les choses bien et derrière on s'auto-améliore tout le temps. Là, ça devient vraiment, vraiment intéressant, je trouve. Je l'avais pas encore perçu jusque-là, mais là, le paradigme est en train de changer. Comment tu le vois, toi? Oui, et puis on peut aussi passer plus de temps à se former, à être curieux, à chercher des nouveaux designs ou à être plus pointilleux dans ce qu'on fait. C'est une montée en qualité et en compétence pour nous-mêmes aussi, en fait. Le résultat final est potentiellement plus qualitatif que ce qu'on faisait avant, dans le même coup aussi. Il faut Et voir tu où on parles veut mettre le curseur, hein, mais... tout à fait carrément, parce que tu parles de montée en qualité, ce qui fait que potentiellement, on pourrait proposer des livrables encore plus qualitatifs Mm, en moins de temps. Donc ça veut dire qu'on c'est notre marge qui quelque mm, part mm, est, va être sacrément améliorée. Mais aussi, il y a une notion quantitative. Peut-être qu'on pouvait ne travailler qu'avec 3 clients à la fois. Peut-être que demain, on peut travailler avec 6, 9, 12 clients à la fois. C'est une histoire de charge mentale après, hein. On est d'accord. mm, Mais il y a l'aspect aussi bien qualitatif que quantitatif. Certains vont vouloir maximiser le chiffre d'affaires, mm. d'autres vont vouloir maximiser le lifestyle et le fait de se dire, mais en fait, je travaille beaucoup plus rapidement qu'avant, je crée encore plus de valeur qu'avant, et je suis encore plus disponible après le travail pour ma famille, pour mes enfants, pour mes sorties, et je fais des choses beaucoup plus humaines pour compenser tout ce temps passé avec des IA. Aussi, on peut le voir comme ça. Mais tu penses on en est déjà là? Parce que moi, j'ai vu pas mal de vidéos sur Novamira et des tests, et il y avait quand même beaucoup, beaucoup de choses à corriger derrière. Alors, est-ce que c'est les skills qui ne sont pas encore au point, ou est-ce que il faut attendre encore un petit peu que les modèles s'améliorent? J'ai pas la réponse Ouais. aujourd'hui. Mm. J'ai pas encore assez bidouillé moi-même pour pouvoir te dire Mm. c'est comme si, c'est comme ça. Ok. Mais déjà prendre conscience du changement de paradigme, Ouais. commencer à réfléchir en process et à se poser la question de tiens, je fais toujours ça, parce qu'une mission avec un client, c'est souvent les mêmes étapes, hein, Mm. et se dire à un moment, ok, la prochaine fois, pour ce client-là, je fais pas comme d'habitude. Ok. Je vois comment je le fais avec une IA, je vois comment ça devient un skill, et je vois comment l'améliorer au fur et à mesure. Et au bout d'un moment, ben, les 4 heures d'investissement initial vont devenir 4 minutes pour le suivant. Les échelles sont juste énormes. Mm. Et peut-être que ça va pas marcher du premier coup. Et peut-être qu'il faut attendre que ça s'améliore. Et c'est pour ça que le regard critique et l'expertise vont être toujours aussi importantes. Parce que finalement, on sait ce qu'on veut. Si on l'a sous les yeux, on peut le reconnaître. Et si c'est pas encore ça, il faut affiner, affiner, affiner. C'est là où ça peut être frustrant aussi. Mm. Est-ce que c'est totalement prêt? Est-ce qu'il faut s'y mettre? Oui. Mm. Ça carrément. Le moment arrive et c'est le premier mois où je dis ça. Ok. Voilà, pour moi c'est ça. Du coup, avant de passer au sujet suivant, j'interromps un tout petit peu l'émission pour vous demander une faveur. Il nous reste encore un sujet à traiter et c'est encore autour de l'IA. Tiens donc. Mais si vous êtes encore là, si vous appréciez le format, mettez-nous un pouce, abonnez-vous, laissez 5 étoiles selon l'application dans laquelle vous nous regardez, vous nous écoutez. Ça soutient notre travail et surtout ça nous incite à faire perdurer le format. Alors quand c'est fait, vous savez quoi? On peut continuer. Ouais, tout à fait. Alors le dernier sujet, je vais revenir sur un sujet que j'ai déjà évoqué ici. C'est la question de la pérennité des éditeurs de LLM, en particulier OpenAI, qui donc édite ChatGPT, et Anthropic, qui édite Claude. Voilà pour la présentation. Et donc, mon analyse aujourd'hui part de leur style de communication. Vous avez sans doute vu passer l'info parce que ça a atteint les médias grand public. Anthropic a fait couler beaucoup d'encre en avril avec son nouveau modèle dédié à la cybersécurité qui s'appelle Mythos. Et donc, c'est un modèle qui serait trop dangereux pour être livré au public, qui a été réservé à quelques acteurs triés sur le volet. Et en face, du côté OpenAI, on a donc Sam Altman qui a
accusé son concurrent de s'appuyer sur un marketing basé sur la peur, c'est une citation. Et puis après, il a fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il a déclaré que leur équivalent de Mythos, qui s'appelle GPT 5.4 Cyber, sera lui aussi accessible uniquement sous condition. Et puis quelques semaines après, puisque là on fait les actualités d'un mois complet, eh bien il y a GPT 5.5 Cyber qui est sorti, et d'après les benchmarks, il serait tout aussi performant que Mythos pour trouver des failles de sécurité. Et donc, si OpenAI a bien décidé de donner quelques jours d'avance aux grandes entreprises avant de l'ouvrir à tout le monde, eh bien, le modèle sera finalement ouvert, qui veut s'en servir. Donc, on peut se demander, est-ce que le discours est honnête ou pas? Ou est-ce que c'est plus, comme le dit Sam Altman, il s'agit de faire peur? Eh bien, à quoi ça pourrait servir de faire peur? Ça peut, ou de montrer sa supériorité technologique aussi? Eh bien, en fait, ça sert toujours la même chose, à en tirer encore et toujours plus d'investissements, mais aussi à rassurer les investisseurs existants, parce que après de nombreuses années d'investissement toujours plus important, eh bien, il y a quand même une dette, on va dire. Et donc, les annonces d'investissement se bousculent encore au mois d'avril, probablement grâce à toute cette communication. Et franchement, moi, je vous le dis, je suis incapable de suivre qui investit dans quoi. Parce que des annonces, on les voit passer, repasser, il y a des modifications, etc. On sait que Amazon a annoncé en avril investir 200 milliards dans Nvidia, Intel et Starlink. Ils ont aussi investi 25 milliards supplémentaires dans Anthropic, qui en retour s'engage à dépenser 100 milliards dans le cloud d'Amazon. Donc tout ça est circulaire, et puis Google ne voulait pas rester à côté de tout ça, donc ils ont aussi annoncé un investissement de 40 milliards dans Anthropic, ainsi qu'un partenariat stratégique. Bref, bon, on s'y retrouve plus, tout le monde fabrique ses propres puces maintenant, tout le monde investit dans tout le monde, les clients dans les fournisseurs et inversement, c'est impossible à démêler. Mais c'est pas tout, parce que OpenAI, en fait, prépare son introduction en bourse. Ils ont réussi à lever 122 milliards supplémentaires, hein, ils sont financés exclusivement par l'investissement, hein, ils gagnent quasiment rien, hein, donc Oui. 122 milliards supplémentaires, et donc ils visent pour l'introduction en bourse les 852, c'est noté là, milliards de valorisation. Donc déjà le chiffre en soi est énorme, et voilà, c'est ce qu'ils visent, mais est-ce qu'ils vont y arriver? C'est vraiment pas sûr, parce que Anthropic a tellement le vent en poupe qu'en fait, on estime qu'ils vont dépasser OpenAI dans le courant de l'année 2026, en termes d'activité, de revenus, de tout, quoi, en fait. Oui. Et d'après le Los Angeles Times, les investisseurs se redirigent massivement vers Anthropic. Quand on sait que Microsoft a signé son pire trimestre boursier depuis la crise de 2008, que l'action a chuté depuis le début de l'année, et que en plus on a une enquête qui est parue ce mois-ci dans le magazine New Yorker, une enquête réalisée par le journaliste qui a déclenché l'affaire Harvey Weinstein. Et cette enquête nous apprend que Sam Altman est un menteur pathologique et que tout le monde le sait, hein, je reformule pas, hein, c'est vraiment dans le texte. Eh bien, c'est pas étonnant de voir qu'il y a un divorce entre Microsoft et OpenAI, et donc aujourd'hui, OpenAI n'a plus de relation exclusive avec Microsoft, ils sont plus obligés d'utiliser les serveurs, les data centers de Microsoft. Donc ça, c'était pour le discours et la bourse, mais si on revient dans le monde concret, en fait, on peut parler de l'exemple de l'emploi, où se livre une vraie bataille de chiffres. Il y a plein d'études qui sont produites pour savoir quel secteur va être touché, quel type d'emploi va disparaître, etc. Mais en réalité, on n'en sait pas grand-chose. Et en plus, ces études sont parfois basées sur du vent. Je vous ai parlé ici d'une étude d'Anthropic qui était en fait basée sur des estimations au doigt mouillé de 2022. Donc heureusement qu'il y a encore des journalistes qui font leur travail, et on se rend compte plusieurs mois après, mais bon, c'est important de vous en reparler. Ces études et les promesses des éditeurs de LLM ont des conséquences très concrètes. Donc rien qu'en avril, on a appris plusieurs vagues de licenciements, 10% chez Meta, 16% chez Snap et 40% chez Block. Donc c'est des chiffres importants pour des entreprises de cette taille. Et donc ces discours participent à la valorisation des entreprises. Le fait de licencier, ça montre qu'on croit dans l'IA, et donc ça augmente la valeur de l'entreprise. Altman, à tel point que Sam Altman a publié un manifeste qui explique qu'il faut traiter l'accès à l'IA comme un service essentiel, comme l'électricité ou Internet. Donc je suis un service essentiel, vous devez investir de l'argent et fermer les yeux sur, sur tout ce que je ne veux pas que vous voyez. Il a surtout dit qu'il fallait créer un fonds public de richesse pour distribuer les gains économiques de l'IA aux citoyens. Donc là, c'est
on est tellement sûr qu'on va amasser plein d'argent qu'en Ouais. fait, il faut déjà qu'on prenne les devants et qu'on résolve ce problème qui n'est pas encore là, en fait. Donc peut-être qu'ils ont raison, mais on peut aussi regarder les signaux concrets qu'on a aujourd'hui. D'un côté, on a la productivité. On vous a dit que c'était surtout des emplois juniors qui allaient être supprimés. Eh bien, on vient d'apprendre que IBM a décidé d'inverser la tendance et ils vont tripler leur recrutement de profils débutants. Parce que les promesses de la révolution de révolution de la productivité tardent à se concrétiser. Il y a même une étude de McKinsey qui montre que les gains de productivité sont modestes parce que en fait, accélérer des workflows existants, grâce à l'IA ne produit que des gains marginaux et en fait, il faudrait reconstruire complètement les processus pour révolutionner la productivité. Donc c'est possible, mais ça va pas se faire comme ça, quoi, en fait. Et de l'autre côté, on a, des formes de sabotage. Parce qu'il y a des études qui ont montré que des employés sabotent l'IA. Bah oui, parce qu'ils veulent pas être remplacés, tout simplement. Donc en fait, on a, donc c'est souvent les jeunes qui font ça, mais pas que, hein, il y a tous les profils. C'est pas étonnant parce qu'on sait que maintenant chez Meta, on le savait, ça existait déjà en Chine depuis plusieurs mois, mais on sait que chez Meta, il y a un logiciel sur les postes des employés qui enregistre tout ce qui se passe. Donc les applications ouvertes, les mouvements des souris, le texte saisi par les humains, tout. Et c'est pas pour les surveiller, pour vérifier s'ils sont productifs ou pas, c'est pour entraîner une IA pour les remplacer. Évidemment, ils sont pas super contents. Donc ça, c'était le côté humain. Mmh. Mais on peut aussi regarder ce qui se passe du côté des ressources, parce que pour remplacer tout ce petit monde, eh ben, il faut construire beaucoup de data centers. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'annonces au C'est cours vrai. des 12 derniers mois. Et parce que certains ont eu tendance à oublier, c'est qu'il y a les composants essentiels, beaucoup de composants essentiels qui sont fabriqués en Chine. Et vu les relations entre les USA et la Chine aujourd'hui, bah, en fait, c'est en train de tourner au blocus. C'est-à-dire qu'on sait que les LLM chinois, DeepSeek et compagnie, eh bien, ils vont plus tourner sur des cartes Nvidia, ils vont tourner que sur des cartes chinoises, et le gouvernement de la Chine a bloqué l'acquisition de Manus par Meta. Donc Manus, c'était une pépite dont Meta avait grandement besoin. Et bien, ils ont interdit aux dirigeants de Manus de quitter le territoire chinois. Et donc, on a ça, on a la dégradation de l'opinion publique, parce qu'il y a des inquiétudes sur l'emploi, on l'a vu, mais aussi sur l'écologie. Il y a des associations qui attaquent les data centers de xAI, donc d'Elon Musk, parce que ces data centers mentent carrément, de manière éhontée, sur la pollution locale qu'ils génèrent. Donc là, c'est des conséquences au niveau local, quoi, hein. Et bah, on a aussi des annonces, par exemple, on sait que Meta voulait construire 10 centrales au gaz pour alimenter un seul méga center IA, donc forcément, ça crée des tensions. Et bah, sans surprise, on peut comprendre que on a 50% des centres de données qui ont été annoncés qui sont reportés. Donc soit c'est des annonces qui sont faites, soit c'est des confirmations par des images satellites, parce qu'on voit, bah, c'est des usines qui sont tellement énormes qu'en fait c'est facile de voir si elles sont Oui. à l'arrêt ou pas. Et donc tout ça, ça fait que bah, en fait, l'IA gratuite, en fait, c'est terminé. Alors pourquoi je dis IA gratuite? Euh, il y avait beaucoup, enfin, le public, il voit surtout les abonnements à 20 euros, des trucs comme ça, mais en fait, ça, c'est fini. Parce que, on a, alors, je reviens sur l'historique des signaux. On a d'abord Anthropic qui a annoncé couper l'accès à OpenClaw, c'est-à-dire que l'accès via des abonnements, ça marche plus, parce que ça consommait beaucoup trop. Il y a moins de ressources dans les forfaits existants, ou alors les tarifs augmentent, ou on crée des nouveaux tiers, voilà. Pour autant d'argent qu'avant, on a 2, 3, 5 fois moins de ressources. Et puis, dans la catégorie des signaux de la tension sur l'argent, on a aussi OpenAI qui a lancé la publicité au coût par clic. Donc, ils avaient déjà lancé la publicité il y a quelques mois. Maintenant, on va pouvoir comparer objectivement la performance des campagnes d'OpenAI par rapport aux autres plateformes. On a découvert récemment que le coût des générations des vidéos n'était absolument pas linéaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, générer une vidéo de 6 secondes, ça consomme 4 fois plus de ressources qu'une vidéo de 3 secondes, pas 2 fois plus, 4 fois plus. Et jusqu'à présent, l'usage donc, était complètement subventionné. Les entreprises perdaient énormément d'argent sur les abonnements. Et ben, aujourd'hui, les investisseurs commencent à faire attention. Donc le résultat, ben, on a une analyse d'Axios qui montre que pour certaines tâches, aujourd'hui, la main-d'œuvre est moins chère, la main-d'œuvre humaine est moins chère que l'IA, parce que les coûts des tokens augmentent, et puis ben, voilà, pour certaines tâches, c'est comme ça. Donc en résumé, OpenAI et Anthropic sont lourdement endettés, leur capital est fortement lié aux fournisseurs de puces et aux centres de données, les promesses de rentabilité ne sont pas au rendez-vous et l'opinion du public est en chute libre. Mmh. Donc l'avenir semble plutôt sombre. Mais à quel point? Alors, un dernier point d'explication, les sénateurs
États-Uniens ont déjà lancé l'alerte. Pour eux, la situation est tout à fait comparable à la bulle financière de 2008. C'est pas rien. Et puis, j'ai lu un article de Ed Zitron, qui est un commentateur assez acerbe de la tech. C'est un article où il y a beaucoup de chiffres et de sources, mais en fait, lui, il a calculé que si dans 4 ans, OpenAI n'a pas atteint les mêmes revenus que ceux que Microsoft a aujourd'hui, alors non seulement OpenAI va disparaître, mais en plus, ça va tuer également Oracle, qui est en train de construire un centre de données de 1,2 gigawatts pour OpenAI notamment. Alors Oracle, c'est énorme, hein. C'est l'inventeur de Java, et c'est aussi à eux que le gouvernement des États-Unis a confié la reprise de TikTok, la version occidentale. Donc c'est vraiment un acteur énorme. Et donc pour lui, c'est certain que ça va arriver. Moi, j'en sais rien, j'ai pas refait ses calculs, mais pour lui, c'est certain que ça va arriver. Et donc ça aura des répercussions en chaîne dans toute l'industrie. Est-ce que je suis en train de vous dire que l'IA va disparaître? Non, bien sûr. Les technologies vont être rachetées par Microsoft, Google, etc. Mais la transition sera peut-être plus lente. Et puis, qu'est-ce qui a été annoncé? Et puis, surtout, elle sera probablement pas menée par des startups, en fait. Oui, donc finalement, les startups qui vont très vite, qui sont ambitieuses, qui ont l'écro, qui lèvent beaucoup de fonds, elles pourraient disparaître, et ce sont les gros dinosaures historiques qui, eux, ont les reins solides, qui pourraient potentiellement racheter et rebrander tout ça plus tard. Oui, c'est ça, on parle de bulle parce qu'en fait, il y a un énorme décalage entre des investissements sans aucune contrepartie, et puis ben, des performances qui sont pas là, quoi, en fait. Donc forcément, au bout d'un moment, ben, ça va s'effondrer, quoi. Ok. Bon, ben, S'effondrer, dégonfler, on ne sait pas trop, mais c'est clair qu'il y a une bulle, c'est clair, certain. ok. Mais en attendant que cette bulle éclate, c'est la fin de ce récap du mois d'avril. On espère que ce partage de veille vous a plu, que vous avez découvert des choses actionnables, que ça vous permet de mieux appréhender le futur. Et encore une fois, si ça vous a plu, dites-nous en commentaire sur YouTube, mettez un pouce, dites-nous quel sujet vous a le plus interpellé, ce que vous voudriez qu'on traite un petit peu plus peut-être les fois suivantes. Et puis abonnez-vous pour ne pas louper le prochain épisode et les autres formats qu'on sort sur cette chaîne. Rendez-vous le mois prochain pour faire le récap de tout ce qui se sera passé au mois de mai 2026. Et on va voir qu'est-ce qu'ils vont nous inventer encore, hein. Ça- voilà. Est-ce que les ponts vont calmer les États-Unis et la Chine et tous les autres? C'est pas dit. Nous, on sera en train de surveiller. Merci à tous de votre attention et du coup, à très bientôt. À bientôt.